dans la lecture, donc ce que disait Nicolas est tout à fait juste, c'est qu'il y a une grosse partie du travail du lecteur qui est fait, hein, puisque les mots qui sont le plus... Alors, tout le travail de déformation est superbement rendu, hein, par la lecture, mais le travail en revanche d'éclatement l'est beaucoup moins, puisque la lecture naturellement recolle les morceaux qui sont épars à la lecture. Donc ce que Nicolas disait tout à l'heure, ainsi Dominique, c'est la première particularité de ce livre, et ce qui fait que vous avez déjà entendu, vous entendrez sûrement des gens dire ouais, j'en ai lu 3 pages, c'est atroce, c'est l'horreur et tout. Parce que bien entendu ça surprend, et ça demande un travail de la part du lecteur qui, il faut reconnaître, hein, est un vrai gros travail. Comme disait Dominique tout à l'heure, une fois franchi cet obstacle, une fois qu'on s'est installé dans ce texte, c'est formidable. Enfin, il y a vraiment une sensation qui se produit à ce moment-là. Mais encore faut-il faire cet effort de 3, 5, 10 pages pour s'y installer. Ça dépend. Ça dépend. Tout dépend du lecteur, mais c'est vraiment... je me lève par solidarité avec vous. C'est vraiment... Ça, c'était vraiment un truc intéressant, parce que dans ma démarche, alors c'est très personnel d'éditeur, j'aime vraiment beaucoup l'interaction qu'ont les lecteurs avec les livres. C'est pour ça que je fais des livres à toucher, avec du relief, des machins, des trucs à tirer à droite à gauche, parce que j'aime bien moi redonner un peu de ce que j'ai eu quand j'ai découvert la lecture. En fait, très tard, j'ai commencé à lire des livres très tard, et j'adorais acheter les gros livres parce que j'avais leur poids entre les mains avant même d'aimer. Je choisissais toujours le plus gros parce que je les achetais dans un supermarché, je prenais toujours le plus gros parce que j'avais le poids, et cette sensation physique était un peu magique. Je payais. Je me disais, ouais, ça y est, je n'ai même pas besoin de le lire, vu que ce poids que je porte, et le livre est à moi. Et j'ai toujours comparé ça à une forme de magie, c'est un peu ça. Et donc j'aime rendre ça en donnant d'interactions. Je fais des livres qu'on touche, je cache des choses à l'intérieur des livres, etc. Et quand j'ai découvert ce texte, j'ai découvert que ce type, Russell Hoban, avait fait avec son texte la même chose que moi je faisais avec les livres. C'est-à-dire qu'il avait créé un texte qui forçait le lecteur à le tripoter, à le manipuler, à en entrer en interaction extrêmement forte et personnelle avec le texte. Donc chaque lecteur a une lecture différente, parce que tout le monde ne perçoit pas tout ce qui est raconté dans le livre. Je dois avouer que c'est qu'à la 7e lecture que j'ai envoyé un SMS à Nicolas Richard en lui disant « ça y est, j'ai tout compris ». Mais vraiment tout compris, toutes les histoires qui m'avaient échappé dans les 6 premières lectures, tout était clair, limpide, j'avais rien raté, et je trouvais ça génial. Pour moi, ce ludisme, c'est aussi un petit peu ma raison d'être éditeur, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre. Et ça, quand les gens le lisent et qu'ils franchissent ce cap et qu'ils vont jusqu'au bout de l'histoire, alors ils aiment ou pas l'histoire, hein, parce qu'il y a une histoire derrière tout ça, hein, c'est pas un procédé gratuit, c'est même un procédé extrêmement cohérent pour raconter ce qui est dit. C'est comme ce qu'a dit Nicolas, c'est un gamin de 12 ans qui nous raconte ce qu'il vit avec les moyens du bord. Et ce qu'il vit, il vit dans un monde effrayant. Et quand on lit le livre, c'est palpable. Quand c'est palpable, on ne comprend pas, il ne comprend pas ce qui lui arrive, on ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'on ne comprend pas les mots, et le monde est effrayant, dangereux, etc. Et c'est vraiment rendu, c'est viscéral. Et j'avais rarement ressenti ça dans un livre. C'est bien rendu, ça fonctionne très bien, et je sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne très bien. Au bout d'un moment, il y a une alchimie qui se fait entre cette langue bizarre, notre cerveau, notre façon de le lire, et les émotions. Et ça, pour le coup, c'est chouette. Moi, je publie toutes sortes de livres complètement différents les uns des autres, avec toutes sortes d'objectifs différents, et je vois le résultat sur les lecteurs, et je dois avouer que le livre est sorti il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai jamais reçu autant de mots de lecteurs qui me disent « Ah, vous avez publié quelque chose d'étonnant, qui m'a touché, qui a fonctionné sur moi ». Alors ils me disent pas c'est émouvant, etc., comme dans d'autres livres que j'ai publiés, mais non, mais qui disent « Ah, c'est fou, ça m'a pris ». Et je pense comme lui. Et d'ailleurs, c'était un des défauts. Quand je travaillais sur ce livre avec Nicolas, je posais le livre, je commençais à écrire un mail professionnel, et je relisais le mail, le correcteur d'orthographe de Google, ça s'affolait complètement, tout était écrit n'importe comment. Et ça me disait au fur et à mesure qu'on était sur la bonne voie, que c'était vraiment un truc génial, et de se dire que c'est un bonhomme qui a fait ça dans les années 80, qu'il a passé, on en parlait juste avant, 5 ans de sa vie là-dessus, en commençant par écrire d'abord une histoire de 500 pages, qui raconte l'histoire dans un anglais très classique, parce que lui, c'est un vrai grand styliste, comme je l'ai souligné avant, un vrai écrivain qui est capable d'écrire toutes sortes de choses, et qu'après il s'est dit, bah non, c'est pas la bonne façon de raconter les choses. Ou ça lui peut-être il s'est pas dit comme ça, mais c'est ce qui est venu, et il a resserré, détruit, recomposé,
et donner ça, et ce qui a donné ça au final, quoi. Une chose qui correspond bien avec ça, d'ailleurs, enfin, je crois que Russell Hoban l'a mentionné une fois incidemment dans une interview, mais ça, en fait, avant lui, il y a quelqu'un qui s'est attelé à une tâche, pas identique, hein, mais qui résonne avec, c'est William Golding. En fait, mondialement connu pour sa Majesté des mouches principalement, et pour les Français principalement. Mais son deuxième roman, en fait, porte sur la transition entre Néandertal et Cro-Magnon. Imaginez, bien entendu, et il joue ça avec le langage. Donc en fait, en ayant un narrateur qui évolue lui-même et qui passe du langage Néandertal au langage Cro-Magnon. Et Golding considérait qu'il avait essayé cet exercice de style, il avait vraiment envie de raconter une histoire, et il rejoignait Russell Hoban, enfin, 20 ans avant, hein, dans l'idée qu'il faut que le langage reproduise l'expérience de pensée en fait, du narrateur. Et c'est là que ce que dit Dominique à l'instant est parfaitement sonne juste, c'est que pour un lecteur moderne comme nous, enfin contemporain, avec les outils qu'on a, lire avec un langage normal quelque chose qui raconte des gens qui sont en train de ramer, mais non seulement physiquement, mais conceptuellement, enfin, c'est-à-dire plein de choses n'ont pas de sens pour eux. Si on a le langage normal à notre main, on a du mal à vivre leur expérience. Alors que là, c'est cette difficulté, enfin franchement, on souffre au début, il faut être honnête. Hein, moi, la première fois que j'ai lu, il y a très longtemps, il y a eu un vrai moment de souffrance. Mais finalement, c'est la souffrance de ces gens-là. C'est bon, il faut qu'on non, mais c'est vrai, non, mais attends. Mais une fois qu'on l'a passé, je sais ce que j'ai fait, enfin, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on vend, là. C'est dur pour toi, mais... Non, mais t'inquiète pas, je pense pas que ça arrête les gens ici. Enfin... Non, mais c'est vrai, et en plus je pense que cette souffrance est nécessaire. Enfin, je pense qu'elle est nécessaire. C'est pas une souffrance forcément. Genre ils sont mieux lotis que d'autres. Ce qu'il faut préciser, c'est que non seulement il y a une souffrance infinie, mais qu'en plus le processus de lecture est extrêmement ralenti. Ouais, c'est-à-dire qu'une lecture normale, on lit une dizaine ou une vingtaine de pages par quart d'heure. Là, c'est extrêmement lent. On est dans cette boue, on est dans cette ferraille, on n'arrive pas à décoller les pieds, tout s'englue. Et petit à petit, on rentre dans un autre tempo, on est déprogrammé. Mais c'est génial, c'est ça qui est génial, savoir que ça a été écrit pour ça et que ça fonctionne. Et c'est vraiment comme tu disais, incroyable. Il y a la matière de 500 pages ou plus. Toute la matière est là, mais il a fait un travail monstrueux quoi, sur cette langue pour arriver à la fin, ça fait plus que 210 pages dans la version anglaise, enfin à peine plus en fait dans la version française. Et tout le contenu y est, il n'y a rien qui est masqué en fait au lecteur, mais il faut aller le chercher soi-même, et c'est ça que il y a vraiment un voyage qui est formidable. D'autant que l'histoire qui est racontée est vraiment pas mal. On n'en parle pas trop, on me dit que c'est post-Holocauste, il y a quand même pas mal de modes, McCarthy a fait ça, mais c'est pas du tout, c'est une vision très particulière du post-apocalyptique, c'est pas du tout trash, horreur, comme on peut avoir des idées. Au contraire, il y a une forme d'émotion et d'espoir dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il se place donc 2000 ans à peu près après plusieurs guerres nucléaires qui auraient lieu dans les années 90, et on voit, malgré toute la peur, etc., que là-dedans il y a quand même une étincelle de vie, une étincelle d'humour, et que ça continue. Il y a un système plus ou moins bizarrement féodal, de tribus, avec un pouvoir central qui utilise les marionnettes, et c'est ce qu'a raconté Nicolas et Sam, qui sont obsédés par le contrôle des tribus justement, et qui en parallèle à ça, il y a toute une histoire sur le fait que ces gens-là qui ont le pouvoir, ils sont obsédés de comprendre comment ça a pu arriver. Donc ils n'arrêtent pas de parler du grand boom, le grand boom qui a amené le sale temps, qui est l'Holocauste, etc. Enfin, c'est une sorte d'apocalypse. Et eux, en fait, pour comprendre, et c'est là que c'est drôle, et c'est l'une des clés du livre, pour comprendre le sale temps et le grand boom, ils sont obsédés par l'idée de reconstruire le petit boom. Donc en fait, tout le livre, c'est le complot des poudres. En fait, ils essayent de remettre sur pied quelque chose qui va essayer de reconstruire. Et ça, c'est quand même assez drôle. Et d'ailleurs, le livre est traversé d'une drôlerie de part en part. On l'a pu le voir là. Bon, c'est vrai que c'est difficile de comprendre à quel point les passages qu'ils ont lus et sont drôles, mais ces spectacles de marionnettes sont excellents. C'est du polichinelle plus ou moins détourné, mais vraiment très très drôle. Et il y en a beaucoup de cette drôlerie. Il y a des passages comme ça, alliés à une vraie mélancolie de l'endroit où ça se passe. C'est toujours sous la pluie, c'est toujours dans la boue, il y a toujours des gros chiens qui vont nous bouffer, enfin qui vont pas nous bouffer, il le dit clairement, qui vont nous croquer les couilles et après ils vont partir et qui vont manger nos enfants.
Et tout ça forme une sorte d'équilibre très prenant. Et à chaque fois qu'on réouvre le livre et qu'on se remet dedans, on le sent, on y est. On est mouillé, on a un peu froid, on ne sait pas où aller, il y a des éclairs, alors il y a la lune, on est guidé comme ça. Et ça fonctionne. Et ça m'a vraiment étonné qu'à chaque fois, cette lecture extrêmement ralentie nous permette de suite de se reconnecter à ça. Et ça, c'est, je veux dire, quand on publie un livre, cette interaction qu'il peut y avoir avec le lecteur, et l'auteur doit être très fier de lui, quoi. Enfin, franchement, c'est pour ça qu'il est classé, enfin qu'il est cité comme chef-d'œuvre, etc. Mais c'est une vraie réussite. Il y a une vraie émotion qu'on ne trouve pas dans beaucoup de livres avec ça, ailleurs. Je posais une question peut-être à Nicolas, mais juste avant ça, je voulais, je m'aperçois que je n'ai pas présenté en fait Anne-Sylvie Omassel, qui est une auteure, mais sous un autre nom qu'on peut dire, ou bien il ne faut pas le... Non, mais là, je l'entends que... Et une traductrice, qui est une animatrice aussi du Visage Vert, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui travaille en ce moment sur la traduction d'un livre qui a aussi une certaine réputation de difficulté de traduction, qui s'appelle Fearsome Engine, qui est un livre de Ian Banks, qui est l'un de ceux qui est très peu traduit dans d'autres langues, voire en fait dans aucune langue à part en allemand pour l'instant, et bientôt en français. Et on en dira un mot tout à l'heure, notamment sur l'influence qu'a pu avoir Russell Hoban sur Ian Banks, et sur l'admiration qu'a Ian Banks pour Russell Hoban. Mais la question que je voulais poser à Nicolas Richard, c'est, on l'a mentionné tout à l'heure, un des ressorts de la langue qu'a créé, enfin du Wrigley Speak, du Barlining, c'est d'éclater les mots en fait. Mais d'éclater les mots en libérant des connotations poétique, justement. C'est pour ça que je savais pas du tout ce qu'a dit Dominique tout de suite, que tu avais été le premier à mentionner que c'était un poème en prose en fait. Mais comment tu t'y es pris? Parce que recomposer les mêmes connotations évidemment que Russell Hoban, c'est difficile. Or, à chaque fois qu'on fait des comparaisons, on s'aperçoit que tu as mis du sens partout en fait. Comment tu as réussi ça? Parce que Comment? Parce que c'est quand même un sacré boulot. Non, mais moi j'ai pas mis du sens. C'est-à-dire que le jeu, c'est d'essayer de ne pas passer à côté du sens que l'auteur a mis. Et l'écueil évident, ce serait justement de surjouer le truc, c'est-à-dire de faire dire au texte qu'il n'a pas dit. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement on est plongé dans ce quotidien terrifiant. Et il y a une série, il y a des rituels, il y a des paroles mécaniques qui s'échangent, il y a des comptines enfantines, il y a des circuits géographiques qui s'effectuent. Et à chaque fois, ça raconte non pas ce qui s'est passé, mais les hypothèses sur ce qui a pu se passer. Donc on est dans le registre on est quasiment dans l'interprétation religieuse, c'est-à-dire qu'il y a quelques écrits qui détiennent certainement à un certain niveau des éléments d'explication sur ce qui s'est passé, et on se démerde avec ça. Et surtout, ce qu'on se rend compte, parce que du coup le texte est sorti il y a longtemps, donc il est quand même pas mal documenté, surtout il y a effectivement une réelle cohérence, une réelle explication, non pas une fois de plus sur ce qui s'est passé, mais sur la façon dont ça circule. Et donc moi mon boulot ça n'a pas été de rajouter du sens et de faire des bons jeux de mots, c'était vraiment le truc à éviter, c'était en revanche de ne pas passer à côté de ceux que l'auteur y avait mis. Et d'ailleurs moi ça a quand même commencé comme ça. C'est marrant parce que la première version que Nicolas m'a envoyée, elle était bien, de suite moi j'étais convaincu qu'il avait le truc, il y avait beaucoup de jeux de mots, enfin il y en avait quand même pas mal, et c'était une drôlerie que moi j'appréciais, et en tant qu'éditeur, quand on envoie un texte, moi je m'y fais, je me dis c'est super, c'est ça. Il me dit attends je vais retravailler, 2 mois plus tard il revient, il avait saqué tous les trucs intelligibles, je lui dis putain stop, attends, c'est trop compliqué, et vraiment j'étais paniqué, etc. Il me dit ok c'est bon, 2 mois plus tard il revient, il avait encore plus saqué le truc. Mais en fait, il essayait d'éliminer, de désapprendre le français, enfin de désapprendre les choses simples. Et en plus, et tout au long du processus de travail, quand une fois qu'il a fini la traduction entre lui et moi, ça a été de se battre contre les facilités et d'équilibrer, de ne pas aller trop loin, mais aussi de ne pas trop donner facilement, de ne pas tomber dans trop de facilité. Et de savoir qu'on était dans un langage qui était inventé, mais qui n'était pas d'une cohérence folle, mais qui fonctionnait, quoi. Et c'était un super, c'était un très bon truc, mais ça aurait été infini. On aurait pu, comme toutes les traductions, mais d'autant plus là.
D'autant plus là, un autre traducteur qui aurait compris le truc aurait pu le traduire complètement différemment. Hein. Et en mettant le même sens, hein, il faut bien comprendre ça, quoi. Ouais, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a un passage dans le livre, un seul, hein, qui est assez court, hein, qui est écrit en vrai anglais. Je trouve ce passage est particulièrement hilarant, parce que c'est celui qui fait aussi référence de la manière la plus explicite, j'en dirai un mot après, mais sans trop déflorer, hein, qui fait à l'affiliation sur laquelle je tiens à dire un mot, qui est l'affiliation science-fiction de Russell Hoban. En fait, il fait partie de ces auteurs qui sont toujours trouvés naturellement à l'aise en fait dans le champ et qui ne respectent pas la frontière du genre, c'est-à-dire qui n'ont pas hésité à écrire dans des collections spécialisées en science-fiction ou dans des collections généralistes, en considérant que tout ça c'est un peu artificiel au fond. Mais donc il y avait beaucoup de respect dans le genre. Les premiers énormes prix internationaux qu'a reçu Riley Walker dès la parution, ça a été des prix de science-fiction, hein, notamment le Campbell Award. Et il y a un livre que Hoban mentionnait qui fait partie du panthéon de la SF, qui est un Cantique pour les Leibowitz de Walter Miller, qui est un livre des années 50, et qui est au départ la thématique, hein, c'est celle-là, c'est longtemps après l'Apocalypse, il reste des trucs, hein, et notamment il reste des églises qui révèrent des choses. Et ça je ne vous en dis pas plus, il faudra lire un Cantique pour les Leibowitz. Mais là, il y a un moment, il y a ce texte qui est extraordinaire dans Henning Marcher, c'est un commentaire en anglais, alors là parfaitement compréhensible, en français parfaitement compréhensible par nous tous, sur un tableau dans la cathédrale de Canterbury. Et évidemment, là où ça devient extraordinaire, c'est l'interprétation qu'en font les exégètes de cette époque, dans leur langage à eux, de ce texte, de commentaire d'un tableau dans une église. C'est à mourir de rire, quoi. Et c'est terrible en même temps. Enfin, c'est vraiment terrible, je trouve. C'est poignant. Ouais. Page 160. Ouais, 160, ouais, c'est ça. Ouais. Là, en fait, ils commentent un document papier qu'ils ont trouvé. Oui, en fait, c'est un des boss de l'époque qui a trouvé, qui a trouvé dans la cathédrale de Canterbury un commentaire du grand tableau de Saint-Eustache, de la légende de Saint-Eustache. La légende de Saint-Eustache, c'est Saint-Eustache, en fait, il défie un peu Dieu et il se fait punir. Un de ses fils est croqué par un lion, l'autre est kidnappé par je sais pas trop quoi, et il doit se battre et au final il se retrouve, etc. Et c'est un commentaire du tableau en quelques points. Et en fait, juste après, le personnage, le boss, explique à Henning Marcher qu'il essaye d'expliquer la langue de l'époque et c'est vraiment... moi je trouve ça très très drôle comment il explique, parce que il explique notre langue, il nous explique notre langue dans sa langue, et c'est... attendez, j'essayais d'en chercher un, mais il y avait un truc avec... surtout m'aidez pas les autres. Hein. C'est sympa. Voilà. Je crois que c'est juste après. Oui, c'est là, il faut quand même... Ah oui, c'est ça. Alors il dit, alors il y a 120 ans, APJC, donc après Jésus-Christ, lui il interprète ça. APJC signifie après je ne sais combien de temps. Voilà, ou ST ça doit dire, alors pour Saint, S'il te plaît. ST c'est s'il te plaît. Au lieu pour Saint-Eustache c'est s'il te plaît. Ben voilà, et c'est vraiment, et lui il explique, enfin le boss, parce que quand même c'est un personnage imprenant qui s'appelle Bon Parler, parce que c'est lui, c'est un des ministres, un des premiers ministres. Explique tout ça, se sert de ça en fait pour créer une sorte de renversement du pouvoir et pour justifier tous ces actes pour recréer la poudre et le petit boom. Enfin, il y a une vraie cohérence. Bon, là moi c'est là que je trouve que Hoban, comme l'a dit Hugues, il a condensé vraiment un poil trop son histoire de 500 pages. Parce que là il avait quand même le choix, il y a vraiment toute une histoire de complot, c'est-à-dire que Henning Marcher il vit sa vie. D'un seul coup, il s'affranchit pour X ou Y raison, son père vient de mourir, il découvre un petit pantin, il découvre sa vraie vocation qui est d'être marionnettiste, enfin une sorte de marionnettiste libre, et là il est balancé dans une sorte de complot entre les diverses factions qui sont déjà... En fait l'histoire commence, ce complot commence dès le début du livre, mais on ne s'en rend pas compte, il y a des indices qui le font. Et c'est vraiment très dense là, à ce moment-là, parce qu'il y a vraiment des meurtres, enfin il y a des morts, il y a de la torture, etc. Tout ça pour recréer la civilisation, parce qu'ils sont obsédés par ça. Bien entendu, ils trouvent à Cambrai, qui est l'endroit où il y aurait eu l'explosion nucléaire, c'est là où il y avait les labos de fission nucléaire, parce qu'ils sont obsédés par la figure de l'atome, de l'atome, qui est déchiré en deux.
tout revient tout le temps à ça, quoi. Et ils trouvent en fait des machines qui sont encore intactes. Et ils sont fascinés par ça parce que pour eux, ces machines, c'est des machines scientifiques, ça doit être un accélérateur, ce que je pense, un accélérateur de particules. Ils sont fascinés par ce truc là qui est beau, qui est rutilant, etc. Ils se disent, c'est ça la civilisation, vivement qu'on revienne à ça, qu'on ait des bateaux dans les airs, parce et des images sur le vent, enfin c'est très, et c'est ça qui démarre véritablement l'histoire, plus que la vie d'Enigme Marcher. Enigme Marcher aura un rôle dedans, mais finalement après il va s'en écarter. Voilà. Même si un bout de science commet déjà un accident mortel dès la première page quasiment. Oui. Faut vraiment nous mettre dedans. Enfin, on est dans l'histoire dès la première page, sur ce point de vue-là, sur ce progrès en fait et tout ce qu'il a cassé sur son chemin. Ouais, c'est très. Non mais c'est très dans l'époque, hein, étant donné que la fin du monde c'est bientôt. Pas vraiment, hein, c'est Nicolas qui m'avait fait apparaître ça, mais il y a eu Fukushima il n'y a pas longtemps. La fin du monde c'est pour cette année. Il y a une vraie cohérence à sortir ce livre maintenant. Il faut vite l'acheter, vite le lire. Préparez votre vocabulaire avec le glossaire que vous a fait passer Nicolas. Je vous assure, ça va vous servir très bientôt. Voilà. Alors, il y a une quinzaine d'années à peu près, donc Ian Banks disait que les 3 livres qui l'avaient le plus influencé, alors hors du champ strictement science-fiction, disait-il, mais c'était donc le Gormenghast de Mervyn Peake, le Lanark de Alasdair Gray et le Ridley Walker de Russell Hoban. Et donc cette influence, en fait, donc lui il la reconnaît. Il a écrit un de ses romans non SF du tout, qui s'appelle The Bridge, qui fait explicitement référence à l'univers de Hoban et à la langue. Et puis il a fait ce roman très bizarre qui s'appelle Fearsome Engine. Bon là quand on prononce on voit bien, mais ça s'écrit F2ERSUM-ENDJI2N. Et là je vais laisser peut-être Evan Sylvie nous dire un peu comment ça résonne avec les Hoover. Enfin, où est-ce qu'il y a ce jeu sur la langue, en fait. Alors en fait, c'est sachant que tu es en plein dedans là. Enfin, oui, encore. Je suis en train de relire en fait le travail. C'est un roman de science-fiction qui n'est pas donc lié à la culture. Pour ceux qui connaissent Banks, il y a le cycle de la culture, mais ça c'est en dehors. Ça se passe sur Terre. Alors c'est avant, a priori là c'est avant l'apocalypse, une catastrophe menace la planète. Et on va suivre en fait la progression de la lutte contre cette catastrophe par le biais de 4 récits, 3 récits à la troisième personne qui suivent disons 2 comploteurs qui ne sont pas vraiment d'accord avec la façon dont le roi de l'époque organise le sauvetage ou le non-sauvetage de la Terre, une créature dont on apprendra le secret un peu plus tard qu'on appelle une Asura, et qui apparaît, qui naît adulte en fait, et qui porte une mission qu'elle ne connaît pas elle-même pour aider aussi au sauvetage de la Terre. Et pour finir donc un récit à la première personne par un petit moine, et ça ressemble évidemment, ça ressemble fortement, un tout jeune moine qui doit avoir 12 ou 13 ans, donc qui a l'âge d'Enigme Marcher, et qui lui alors on se rend compte assez vite qu'il écrit de façon assez bizarre. Alors il y a 10 chapitres, et chaque chapitre comprend ces 4 récits alternés qui fusionnent, qui ne fusionnent pas mais qui convergent à la fin du roman. Et au 3e ou 4e chapitre, ce petit personnage qui s'appelle Bascule finit par dire qu'effectivement, on lui a demandé, on lui a conseillé d'écrire son récit parce que c'était intéressant, mais comme il avait le cerveau bizarrement branché, il écrivait en phonétique. Donc il le dit, le lecteur évidemment s'en est rendu compte lui depuis un certain temps. Mais je dois dire qu'à la lecture de Enigme Marcher, c'est quand même un exercice qui est beaucoup plus facile pour le traducteur. Traduire le Banks, traduire le phonétique, qui en même temps, il y a quand même il y a des variations sur la langue, mais il n'y a pas ce travail forcément, puisque c'est lui personnellement qui n'est pas bien branché, donc il parle la langue des autres, qui est une langue normale entre guillemets, mais il la parle de façon, en fait, quand on réduit à la lecture, il la parle de façon assez lyrique et assez extravagante, parce qu'il est
il est très foufou, il a des idées dans tous les sens, il est assez pipi caca aussi, enfin bon, il y a des trucs comme ça, il est très rigolo. Mais c'est une langue qui n'est pas déformée. C'est lui qui l'écrit d'une façon assez particulière. Donc le travail du traducteur est de se tenir à un système phonétique pas trop variable, parce que celui qui a choisi Banks est à peu près régulier. Bon, il y a des petits accidents, donc on n'est pas non plus trop regardant sur la version française. En revanche, on n'est pas dans la langue qui est là de Nick Marcher, qui est une langue complètement atomisée, recollée, ce qui colle effectivement, comme vous le disiez, totalement à la nature de la chose racontée. Donc on est dans un exercice qui est très amusant aussi, enfin qui est plus amusant, je dirais, mais qui est aussi, je pense, paraît-il, parce que j'ai fait des tests. Il y a des gens qui supportent pas la lecture. Ouais, c'est clair. Il y a des gens qui... Et peut-être que c'est plus difficile, effectivement, paradoxalement, de rentrer dans un récit phonétique en se disant, bon, d'accord, c'est juste, pourquoi il s'est amusé à ça, finalement. Il y a une sorte de gratuité qu'il n'y a pas du tout dans Nick Marcher. Donc, les mêmes gens ne devraient pas réagir nécessairement aux mêmes accidents. Et le travail, qui est fait là... je pense que je prêche que des convaincus, mais c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est totalement... moi, je suis rentré dedans assez vite, mais parce que peut-être à cause de Banks, hein, mais bon. Et c'est effectivement une jouissance totale, parce que c'est en plus tous les éléments effectivement légendaires, les éléments de comptine, les éléments de chants qui traversent ce texte en font quelque chose de complètement sauvage et complètement insolite. Et c'est restitué, bon, je ne vais pas le faire rougir, mais vraiment de façon... Et peut-être avec, moi ce que j'ai constaté en traduisant Banks, c'est qu'on avait tendance à pas en rajouter, mais la nature de l'anglais, et il y a probablement des gens qui essaieront de me prouver le contraire, mais je me dis que la nature de l'anglais est moins affectée par le travail de restitution phonétique, alors qu'en français on va vraiment être obligé d'aller plus loin. Et je pense qu'il se passe un tout petit peu la même chose, en tout cas je l'ai senti à la lecture, il faudrait que je regarde comment ça marche en anglais aussi. C'est-à-dire que le traducteur va nécessairement un peu plus loin dans la déformation que le texte original, parce que la structure de l'anglais est ainsi faite. Et alors les histoires de traduction dans toute langue vont... Enfin, c'est vraiment... Banks traduit en italien, enfin ce Banks-là traduit en italien, on se disait en fait on va perdre beaucoup de saveur l'italien étant phonétiquement quand même assez proche écrit-son. En revanche, avec le français qui est tellement traître, ça marche très bien, ça donne un résultat effectivement assez jouissif. Bon, et là, sur Russell Obama, il y a vraiment... Juste une petite chose pour finir, je me dis que quand même, dans les deux cas, et surtout là, dans le cas de celui-là qui est déjà paru, il y a une contamination non seulement effectivement à la lecture, mais aussi à l'écriture, même si c'est une contamination imparfaite, c'est-à-dire que tout le monde, les gens qui rentrent dedans, veulent en faire. Ouais, donc voilà, vous allez recevoir des tas de lettres en... Non mais c'est clair, on en reçoit, moi je reçois énormément de mails qui l'ont lu, de gens qui l'ont lu, ils l'écrivent exprès en... Alors, on peut pas s'en empêcher. on peut pas s'en empêcher, ça devient une vraie... Et parce que c'est un langage qui fonctionne, c'est un langage malin, ça marche très bien. Avec deux ailes. Avec deux ailes. Mais avec effectivement un vrai aspect langage, et tu insistais sur l'aspect cohérence, moi c'est aussi ce qui permet de se sentir de plus en plus à l'aise en fait au fur et à mesure que les pages passent, c'est que tu as maintenu, enfin mais comme Russell Obama, une cohérence en fait lexicale extrêmement puissante, c'est-à-dire que les mots ils sont pas éclatés comme ça tombe, hein. Il y a vraiment on retrouve peu à peu les mots travestis, la façon, notamment de mettre Hort, qui est systématique et qui recrée finalement une zone de confort. Ouais, ça c'était l'équilibre qu'on a voulu, parce que Nicolas a été une très bonne exégèse du texte original, où il n'y a pas forcément toujours les mêmes cohérences. Il y a des cohérences, mais il n'y en a peut-être pas autant. Et d'autant qu'on s'est posé la question de savoir si même Aubin, des fois, il ne faisait pas des propres fautes avec... voilà,
Non mais c'est vrai, c'est un texte où on sait pas. Il est mort, on sait pas. Donc on peut pas savoir. Donc nous-mêmes, on s'est dit bon bah on met de la cohérence là. Il n'y en avait peut-être pas dans l'original. On va écrire toujours ce mot de la même façon. Peut-être des fois on fera des fautes, c'est ça. Mais ce qui est la beauté du langage, hein, je veux dire, en France on est à cheval sur l'orthographe, etc. Parce qu'on a mis des années à l'école à l'apprendre, et la grand-mère, etc. La grammaire, etc. C'est super. Mais là, enfin, je veux dire, là on est en face d'autre chose. Enfin, c'est une chance. C'est une chance d'avoir ça et que ça marche. Mais il y a effectivement des gens qui sont allergiques. Enfin, c'est vrai quoi. Enfin, qui sont complètement allergiques, qui ne répondent jamais, ou qui ne répondent pas. Ouais. Voilà. Quoi d'autre? Sinon, je voulais juste, peut-être, soit on peut repartir sur autre chose, mais sinon on pourra passer à peut-être boire et manger. J'avais un truc pour vous, une envie, c'est qu'il y a un texte en fait qui est réputé comme encore plus intraduisible que Russell Hoban, que Henning Marcher. Donc si jamais ça devait vous créer une tentation pour l'année prochaine, c'est un livre qui s'appelle Barefoot in the Head de Brian Aldiss. C'est un des rares Aldiss qui n'a jamais été traduit, parce que ça raconte, suite à une guerre au Moyen-Orient, donc c'est un livre qui a été écrit dans les années 60, l'Europe a été envahie par des nuages de produits de nature assez... des gaz incapacitants, mais qui ont des effets psychédéliques assez proches de ce qu'on peut lire dans tous les diamants du ciel de Clairaut. C'est peut-être à Clairaut qu'il faudrait en parler, hein, Nicolas, mais toujours est-il que le narrateur, qui commence à parler au début comme vous et moi, mais au fur et à mesure qu'il rentre dans les faits à long terme de ces gaz incapacitants, commence à acquérir un langage assez différent, pour finir dans quelque chose qui en anglais demande en tout cas moi au lecteur d'anglais que je suis qui n'a pas votre carrure, mais les 50 dernières pages, ça devient quand même, chaque page demande un vrai effort pour comprendre qu'est-ce qu'il raconte, alors que tous les mots existent. Hein. Mais c'est assez fascinant, et le propos là aussi est juste, c'est pas gratuit. Hein, donc voilà, c'était pour vous. S'il y a une aventure qui vous tente, il ne faut pas hésiter. Ah, si tu me le prêtes, je peux. Je vais très volontiers. Et donc, voilà. Ah, sinon, après, éditorialement, j'en ai fait un objet vraiment cohérent. J'ai voulu faire... Enfin, c'est une cohérence facile. J'ai fait des jaquettes qui font une forme d'épaisseur. C'est-à-dire comme lui, il a... Enfin, j'ai voulu déconstruire une couverture pour mieux la reconstruire. Alors le plastoc, c'est fait pour protéger le truc, hein, c'est tout. C'est pour que vous ayez votre livre super chez vous. Mais voilà, il y a des jaquettes qui se révèlent, qui sont toutes les deux différentes. Et derrière, il y a un autre personnage. Voilà, il y avait la volonté de rendre hommage et d'avoir la cohérence jusqu'au bout du texte, objet, forme. Et voilà, et c'est comme ça a coûté un bras. Achetez-le, je vous en supplie. Faites à vos amis. Ouais, je pourrais faire ça la s'offre Gavalda la aussi, prochaine hein. fois. Ouais, ouais. Et pour le vendre à un prix aussi bas, quand même. Ouais, ça c'est justement ça, c'est une erreur de pas du tout, non, c'est une erreur de par l'énigme. Ça devait être 52 €, il y a marqué 20 maintenant. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais ça faisait partie aussi de la stratégie de dire un vrai livre comme ça, le vrai prix d'un livre comme ça n'a pas de prix. Enfin, bref, c'est beaucoup plus cher. Donc je me dis, bon, quitte à perdre, enfin je veux dire à perdre son temps, autant le faire pas cher, comme ça les gens qui vont l'acheter, ils vont dire, oh putain, j'y arrive pas, mais j'ai mis que 20 €, ouf. Voilà, non mais... Quelle stratégie de Oh, ça va, hein, ça va. Quand on est éditeur, qu'on publie des bouquins comme ça, on sait pas trop ce qu'il faut faire, personne... Non bref, non mais c'est aussi, j'aime bien aussi faire des livres sympas, pas trop chers, à acheter, d'autant que celui-là il est vraiment... c'est vraiment particulier, c'est un petit chef-d'œuvre, on n'a pas l'habitude... Mais pourquoi petit? Non mais c'est petit, on minimise toujours parce que les gens ils vont rentrer chez eux, ils vont l'acheter, ils vont le lire, il m'a dit que c'était un chef-d'œuvre, moi je n'y crois pas du tout. Non, il faut toujours... Moi je sais ce qu'on a fait. Voilà, je le sais, mais après, parce que moi c'est mon boulot de savoir, d'être sûr de moi, etc. Après, vous vous retrouvez tout seul avec le texte chez vous et vous remettez en question tout ça. Dire quel salaud, il avait des arguments, il était convaincant et tout, il y avait l'alcool, j'ai fait péter la carte bleue, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est quand même un truc, vous pouvez ne pas l'aimer, c'est votre droit.
Mais ça restera quand même un chef-d'œuvre. C'est clair. Vous pouvez ne pas l'aimer. C'est vraiment le droit. Aujourd'hui, on est une société où je like ou je like pas. Mais la vérité, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Un point, c'est tout. Ah, vraiment. Alors, voilà. Hein. Bravo.